Bonjour les curieux et bienvenue dans ce nouvel épisode des lanceurs. Aujourd'hui nous allons voir le développement des moteurs du lanceur R7. Comme je vous l'avais dit, ça n'a pas été évident de sortir cette vidéo en temps et en heure, mais bon, je ne vous abandonne pas, les vidéos arriveront quoi qu'il en soit. Comme d'habitude, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, à lâcher un pouce bleu, à partager et à vous abonner si vous ne voulez pas louper la suite des épisodes. Le moteur RD-107 et son frère, le RD-108, sont un type de moteur de fusée initialement utilisé pour lancer les missiles R7 Semyorka. Les moteurs RD-107 ont ensuite été utilisés sur des lanceurs spatiaux basés sur le R7. À partir de 2015, ces moteurs très similaires sont utilisés pour lancer les vaisseaux Soyouz qui sont encore en service actif. Le RD-107 a été conçu au bureau de conception expérimentale OKB 456 entre 1954 et 1957. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, il utilise de l'oxygène liquide et du kérosène comme carburant. Comme tous les descendants de la technologie V2 en ont l'habitude, la turbine pour la pompe est entraînée par la vapeur générée par la décomposition catalytique de H2O2. Le générateur de vapeur utilise un catalyseur solide nommé F30PG. Ceux-ci sont basés sur un culot de taille variable recouvert d'une solution aqueuse de permanganate de potassium et de sodium. Chaque moteur utilise 4 chambres de combustion principales fixes. Le RD-107 est équipé de 2 propulseurs verniers supplémentaires qui permettent le contrôle directionnel. Le RD-108, au centre, quant à lui, possède 4 de ces moteurs verniers pour fournir un contrôle vectoriel complet. L'unité de turbopompe à essieu comprend la turbine à vapeur, la pompe à comburant, une pompe à carburant et un générateur d'azote pour la pressurisation du réservoir. Une innovation importante de ce moteur était la possibilité d'utiliser un rapport de mélange variable entre le carburant et le comburant. Les variations naturelles dans la fabrication entre chaque moteur signifiaient que sans un contrôle de la consommation du propergol actif, en gros, chaque booster consommait l'oxygène et le comburant à des vitesses différentes. Cela pouvait entraîner des dizaines de tonnes de propergol non brûlés vers la fin de la combustion. Cela engendrait des tensions énormes sur la structure et la capacité de contrôle en raison du déséquilibre de la masse. Ainsi, le système de contrôle du rapport de mélange a été développé pour assurer la consommation simultanée de la masse propulsive parmi les 4 boosters R7. Chose que je trouve particulièrement intéressante, l'activation des moteurs de la fusée se fait à l'aide d'une clé. Elle permet de déverrouiller les sécurités moteurs, et une copie est remise ensuite aux cosmonautes ayant fait le voyage à bord de la fusée. Maintenant, en ce qui concerne le R7, j'ai pas grand chose à ajouter là-dessus. Et je vais donc entrer dans un sujet qui me semble très important et que j'aurais dû probablement aborder depuis longtemps. Comment fonctionne le principe d'action-réaction qui fait avancer un lanceur? Il s'agit de la troisième loi de Newton qui dit « L'action est toujours égale à les réactions », c'est-à-dire que les actions de deux corps l'un sur l'autre sont toujours égales et de sens contraire. Mais réellement, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le cas d'une action de contact, c'est assez simple. Si Monsieur A pousse avec une force de 100 Newton sur Madame B, pour rester en équilibre, alors B pousse également de 100 Newton sur A. Si le sol est adhérent, qu'il soit glacé, qu'ils soient tous immobiles ou en mouvement, à partir du moment où les deux forces seront égales et opposées, ils seront en équilibre. Cette loi est aussi parfois appelée loi d'action de réaction en référence à l'énoncé original, une formulation au mieux imprécise, au pire entraînant de nombreuses confusions. En particulier, cette ancienne formulation véhicule l'idée qu'il y a toujours une force qui est la cause, l'action, l'autre n'étant qu'une sorte de conséquence, la réaction. Ce qui bien évidemment est faux. Pour partir sur quelque chose d'un peu plus imagé, on va revenir à nos fusées. Les gaz d'échappement partant vers l'arrière, on pourrait dire qu'ils s'appuient sur la tuyère pour partir. Donc ils poussent sur la tuyère qui fait elle-même avancer le lanceur. N'en déplaise à nos amis complotistes, il n'y a donc pas besoin de s'appuyer sur l'air pour avancer. Mais pourquoi un carburant peut-il être plus performant qu'un autre? Imaginez que les molécules composant le carburant, les flammes du lanceur sont des boules de bowling. Si vous les lancez,
vous les lancerez moins facilement que si c'était des balles de baby-foot. Elles ne partiront pas vite, mais la force qu'il faut mettre pour les envoyer est plus grande que la force qu'il faut pour les balles de baby-foot. Nous l'avons vu juste avant, l'action et la réaction sont de même force. Donc un carburant avec de grosses molécules poussera donc très fort. Les balles de baby-foot maintenant, puisqu'elles sont petites, elles poussent moins. Mais on peut en mettre plus et on consomme donc moins de carburant. Voilà, j'espère que mes explications étaient claires et que vous aurez compris pourquoi des carburants solides et épais comme les boosters de la Ariane 5 poussent fort, mais qui n'ont pas un bon rendement, enfin un bon ISP, voilà, contrairement au moteur principal Vulcain qui bulle de l'hydrogène super léger, poussant moins fort mais avec un très bon ISP. Et voilà, cet épisode touche maintenant à sa fin, alors je sais qu'il est beaucoup plus court que d'habitude, mais il me paraissait intéressant de faire un petit point suite à cette vidéo. Comme je vous l'avais dit précédemment, j'ai plus autant de temps que je voudrais pour pouvoir les faire. Celle-ci sera la dernière de la série des lanceurs, enfin de la première saison des lanceurs, étant donné que la seule très intéressante qui resterait c'est la fusée Saturn V. Mais j'ai un confrère youtubeur bien plus connu que moi, Stardust, qui a fait une série d'épisodes excellente à ce sujet, interactif, tout ça. Franchement génial. Du coup, je vais vous mettre le lien dans la description et dans une petite fiche pour que vous regardiez ça. Ça sert à rien que je fasse un autre épisode là-dessus, tellement c'est bien fait. En ce qui concerne la suite, donc on reviendra avec une nouvelle saison de Décrocher la Lune. Cependant, pour éviter les problèmes vis-à-vis du timing, on va dire, pour la sortie des vidéos, je vais faire une nouvelle pause dans la chaîne où je tournerai mes vidéos, je les publierai de façon en privé, sans les diffuser au départ, tout ça, je mettrai tout ça de côté. Et une fois que toute la saison sera prête, je les publierai par semaine, tout ça, une fois que tout sera prêt. Donc je sais pas combien de temps ça va prendre du coup, mais je reviendrai, je balancerai aussi de temps en temps quelques petits hors-série, quelques petites FAQ éventuellement, c'est en fonction des questions qu'on peut me poser, ce genre de choses. Peut-être éventuellement quelques let's play sur des jeux spatiaux, ce genre de choses. N'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, et ne vous inquiétez pas non plus, je ne vous oublierai pas, je travaillerai sur ces vidéos-là, elles sortiront en temps et en heure. Je vous tiendrai au courant via YouTube, en faisant des petites vidéos, ce genre de choses. Dès que j'aurai l'occasion de publier quelque chose, de toute façon, je vous tiendrai au courant. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Et je vous dis... non, pas la semaine prochaine du coup. Je vous dis à plus tard. Je tourne tout ça et je les publierai. Alors bien évidemment, étant donné que je vais tous les tourner les unes à la suite des autres, ça sera moins évident pour améliorer le contenu sur le moment. Donc si vous avez des suggestions, surtout faites-les dès maintenant s'il vous plaît. Un maximum de suggestions. Je tente le coup et j'espère que ça vous plaira au moins autant que ça vous a plu jusqu'à maintenant, même si le but est que ça vous plaise encore plus. Промежуточная. Главное, подъем. Поехали. Ага. 10 секунд. Параметры системы управления носителя в норме. Самочувствие экипажа хорошее, на борту порядок. Понял вас. Двигатели первой ступени работают нормально. 30. Параметры конструкции носителя в норме. 30 секунд. Параметры конструкции носителя в норме. Принято, самочувствие хорошее, на борту порядок. Вас понял. Стабилизация изделия устойчивая. 50. Давление в камерах двигателя в норме.